On va parler de Détroit. Détroit, c'est la preview que tu as écrit. Enfin, c'est une des previews que tu as écrit. Hommage à ton travail quand même. Alors que je reprends mon brouillon. Oui, alors Détroit, je vous conseille, même si on le fait là maintenant en live, je vous conseille, alors que merci à tous encore pour ceux qui follow, je vous conseille la lecture vraiment de la preview de Vincent. Alors c'est pas juste parce qu'il est là, mais sincèrement ça vaut le détour juste pour les formulations et tournures de phrases de Vincent. Merci Titouan pour le follow. Et je voulais te poser d'abord cette question en tout premier. C'est vrai qu'à la lecture, moi, malgré l'arrivée de Cade Cunningham, qui est quand même l'événement, un des événements de la ligue, et surtout pour la franchise de Détroit, l'orientation de ta preview, elle est très c'est presque vers la tempérance, j'ai envie de dire, une nuance vraiment dans les attentes avec des questionnements sur la philosophie de qu'est-ce que ce serait une déception pour la franchise ou non. Moi j'aime beaucoup ce style, donc je suis très client. Pourquoi tu voulais nuancer autant les attentes? Alors, juste avant de te répondre, juste pour répondre à la question qui est dans le chat, effectivement, oui, les previews se retrouvent sur le site et j'imagine qu'un des copains du site va pouvoir mettre le lien dans le chat. Et Je vais pouvoir oui, le faire. Je vous balance ça tout de eh ben suite. merci beaucoup. Et oui, effectivement, Détroit dispose d'une petite hype, effectivement, parce que ça fait des années que la franchise galère et parce que la franchise a eu le first pick et la bonne idée de drafter Cade Cunningham. Euh, Je trouve que ça aurait été peut-être à la fois erroné et peut-être un petit peu trop simple de céder à cette hype dans la preview, puisqu'il ne faut pas oublier, comme OKC finalement, que la franchise de Détroit, ça reste une franchise très majoritairement composée de jeunes hommes, hein. On le voit je sais pas si tu peux mettre le 5 majeur à l'écran, Ouais, mais le 5, je vais le faire 5 ça. majeur qu'on projette, 4 des 5, si on exclut Jeremy Grant, il y a un rookie qui est Cunningham et il y a 3 sophomores, Killian Hayes, Saddiq Bey et Isaiah Stewart. Donc, malgré tout, malgré la hype, faut pas oublier que, sauf si Cade Cunningham s'avère être le Luka Doncic des Pistons, ce qui n'est pas impossible, je ne sais pas, on verra. Euh, Sauf s'il devient donc le Luka Doncic des Pistons, Détroit risque de terminer dans les bas-fonds de la conférence Est encore une fois, peut-être même pas être en mesure de disputer le play-in. Et par conséquent, je pense qu'il fallait un petit peu tempérer cette hype ambiante, même si je m'inscris dedans assez largement. Encore une fois, quand il y a une équipe avec des jeunes et qui semble partie pour galérer, Bien ils ont sûr, toute mon affection. Bien sûr, on parle là de franchise en reconstruction, donc c'est toujours des potentiels, c'est toujours incertain. C'est vrai que c'est difficile de projeter le talent, même quand il a l'air d'être incroyable. On pense à Luka Doncic. euh, euh, Forcément, c'est des exceptions et c'est difficile de parier sur l'exception. C'est des espoirs, bien sûr, pour tous les fans des Pistons, mais voilà, il faut tempérer un petit peu. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est bien de ne pas aller voir les gens trop beaux. Après, c'est pour ça qu'on a beaucoup de réactions en mode c'est un bust ou autres qui sont très, très souvent trop rapides, trop hâtives. Donc, Détroit, c'est forcément une franchise en reconstruction. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ta preview, c'est l'aspect, l'axe de travail, c'est moins les victoires que le développement interne, le développement des joueurs. Encore une fois, que chacun trouve son rôle, sa place dans ce roster. Avec quelques motifs de satisfaction, bien évidemment, on va quand même parler un petit peu de Cade, parce que c'est un joueur à part. Alors que on salue Loïc Klim, qui donc a un pseudo intéressant, et Greg, euh, qui sont dans le chat, qui arrivent dans le chat. Oui, Cade, on va en parler un petit peu alors que je vais mettre, je pense, une vidéo. Appelez. Alors Comme laisse-moi ça. juste répondre à ce brave Loïc qui, Ah, je le vas-y, je connais t'en très très prie, bien je t'en prie. et qui se permet des private jokes dans le chat. Je ne pense pas malheureusement qu'il y aura de franchise à Albuquerque un jour. Par contre, la franchise qu'on a bâtie à Albuquerque reste bien évidemment la meilleure de tous les temps.
Voilà, c'est pour la réponse est adressée. Pour parler un petit peu de Cade, ce qui impressionne vraiment, c'est sa vision du jeu et sa capacité à initier l'attaque de son équipe avec vraiment un playmaking, je pense, avancé par rapport à un prospect de son âge. On voit un petit peu toute la panoplie à la passe et à la vision surtout du jeu qui convient à quelqu'un, à un playmaker et un porteur de balle élite, que ce soit donc des passes vraiment depuis l'aile au corner opposé, ça c'est quelque chose qui est très important dans le pick and roll, et justement beaucoup de manipulation sur pick and roll pour trouver le joueur libre, alors que ce soit le rollman, mais aussi les shooters, et ça c'est vraiment ce qui fait la particularité de Cade, en plus de sa capacité au scoring, puisque bien évidemment des playmakers qui ne peuvent pas sanctionner sont tout de suite pénalisés en fait, sont tout de suite plus facilement défendables et donc sont pénalisés et ne peuvent pas donner toute l'impression de leur talent. Avec Cade, il y a ce scoring en plus, ce shoot aussi, cette capacité à user de son physique, notamment de son épaule à l'intérieur, pour pouvoir aller au cercle. C'est justement un physique un peu atypique. Tu parlais tout à l'heure des grands meneurs avec une grande envergure, etc. On a un petit peu ce profil-là avec Cade. Alors, il est plus taillé pour le poste d'arrière plus que d'ailier, il me semble. Je pense que je parle sous tout contrôle et sous contrôle du chat. Mais voilà, et puis défensivement, il reste pas mal attaché à son homme. Alors bien sûr, c'est toujours une crainte, la défense et l'adaptation de la défense en NBA, ça prend toujours du temps. C'est rarement directement, donc je pense que ce sera aussi le cas pour Cade. Mais malgré tout, il montre des potentiels à ce niveau-là. Et oui, on va y revenir, Max. Et donc ça en fait forcément un profil très complet, un profil très rare aussi, et qui va être très attendu. C'était forcément la première satisfaction de l'été du côté de Détroit, ce first pick qui était forcément pour Cam. Alors qu'on salue Julien qui rentre dans le 5, lui aussi un très grand 5 majeur ici dans l'équipe de QI. Merci à tous pour les follow. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en plus par rapport à Cade? Sinon on passe un petit peu rapidement à la suite pour avancer dans ce live. Je crois qu'on peut passer à la suite, On effectivement. peut passer à la suite. Et puis je vais te mettre un peu à contribution, puisque les deux autres, alors que Loïc nous suit également, n'hésitez pas, n'oubliez pas à nous suivre pour voir tous nos lives et être prévenus des notifications de live qui viendront dans les prochains jours. Les deux, il y avait quand même des notes positives la saison dernière dans ce marasme un petit peu, parce que forcément une équipe en développement perd toujours beaucoup de matchs, et tu as noté notamment les performances de Saddiq Bey et d'Isaiah Stewart. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Très rapidement, oui. Alors, Saddiq Bey a peut-être et même certainement plus prouvé qu'Isaiah Stewart, parce que Saddiq Bey, il a réussi à être bon à NBA tout de suite. Et il a d'ailleurs réalisé quelques cartons. Il a notamment fini joueur de la semaine suite à une performance assez exceptionnelle face aux Celtics, où il avait marqué 30 points à 7 sur 7 de loin. Donc voilà, et Saddiq Bey, c'est un joueur qui a réussi à réaliser à intégrer une All-Rookie Team, et avec le pic au sein duquel il était choisi, et malgré les espoirs qu'il y avait sur lui, je pense qu'il les a très largement, qu'il a très largement rempli sa part du contrat pour sa première année, et qu'il devrait constituer l'une des figures du futur de Détroit, puisque on va certainement en reparler, mais le futur de Détroit, on pense plutôt au moyen et long terme plutôt qu'à la saison prochaine. Bien sûr. Isaiah Stewart également. Alors lui, on l'a moins vu en début de saison. Il a surtout terminé la saison en tant que titulaire avec des bonnes statistiques. Alors encore une fois, ce sont des statistiques brutes, parce que quand l'équipe est là pour perdre, les statistiques avancées peuvent parfois être faussées, notamment les ratings. Mais voilà, en tant qu'intérieur et à nouveau pivot undersize, un petit peu comme on le disait pour Jeremiah Robinson-Earl, euh, il a réalisé de très belles performances sur ses dernières titularisations, 12 points, 7 rebonds, 2 contre. Donc je pense que, encore une fois, malgré l'arrivée de Kelly Olynyk au poste 5, je sais pas, on va peut-être en reparler, euh, je pense que ce sera Isaiah Stewart qui commencera les matchs, puisque voilà, maintenant Détroit est là pour engranger de l'expérience, et les jeunes sont là pour engranger de l'expérience.
Oui, tout à fait. Et puis, il y avait beaucoup de discussions dans le chat sur le 5 majeur, comment ça se combinera, notamment avec Killian Hayes. On va en parler, on va juste après faire un petit tour des départs, des arrivées, juste pour un petit peu structurer la chose. Les départs notamment, Sekou Doumbouya, qui a fait parler de lui d'ailleurs cette matinée, peut-être pas forcément en bien malheureusement. Sekou Doumbouya est parti de Détroit, donc envoyé aux Nets, puis les Nets envoyés à Houston pour certainement être coupés. On va pas trop y revenir, malheureusement le français ne montre pas forcément les meilleures aptitudes pour s'intégrer dans la grande ligne. Et puis Mason Plumlee qui est parti. Mason Plumlee, un départ intéressant parce que ça va laisser aussi plus de minutes à l'intérieur pour Isaiah Stewart, t'en parlais, mais aussi peut-être d'autres intérieurs. On va y venir. L'arrivée, bien évidemment, c'est Cade Cunningham, l'arrivée la plus importante de cet été. Mais il y a aussi deux autres rookies, Isaiah Livers et Luka Garza, accompagnés d'un autre shooter intérieur offensif, en tout cas shooter, Kelly Olynyk. Donc le 5 qu'on a projeté, que tu as projeté, c'est bien évidemment Killian Hayes à la main, Cade Cunningham en poste 2, Saddiq Bey en ailier, Jeremy Grant en 4 et Isaiah Stewart en 5. Et c'était là un apport d'un des comptes de franchise que tu as pu interroger. Enfin, c'est le compte des podcasts, il me semble, de Détroit. Je me souviens plus exactement le nom. Oui, effectivement, c'est Motor City Pod. Donc, c'est Voilà, Winston qui nous disait que, bon, bah, comme on l'a dit jusqu'à présent, le 5 majeur projeté est très jeune et que Dwayne Casey n'est pas forcément un entraîneur qui prend son temps avec les jeunes. Donc, il n'est pas tout à fait impossible d'en voir certains jeunes, s'entend, sortir du starting five, toujours en gardant un rôle, bien évidemment. Mais il n'y a pas un 5 majeur fixe et je pense que ce sera effectivement amené à très largement évoluer au cours de la saison. Comme de toute façon, toutes les franchises qui font dans la reconstruction avec des jeunes, c'est amené à bouger parce qu'il faut tester des choses, il faut tester des combinaisons différentes, des 5 majeurs différentes. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur les deux rookies, Isaiah Livers et Luka Garza, qui sont donc deux intérieurs plutôt portés vers le côté offensif du terrain, si je ne me trompe? Tu ne te trompes pas, effectivement. Donc, je vais commencer par Isaiah Livers, puisqu'il a été sélectionné avec le 42e choix de cette draft. Donc, c'est un joueur qui a fait un cursus complet du côté de Michigan. Donc, il a fait 4 saisons à l'université. Il a donc déjà 23 ans et une certaine expérience. Bon, même s'il ne s'est jamais confronté à des adultes. On se souvient, par exemple, que Lillard avait aussi fait un cursus universitaire complet. Sans bien évidemment entrer dans la comparaison. Isaiah Livers, son ticket d'entrée en NBA, c'est le spacing, encore et toujours, puisque l'année dernière, donc lors de sa saison senior, il prenait 5 tirs à 3 points de moyenne avec plus de 43% de réussite. Donc il va alimenter le spacing de l'effectif, notamment surtout dans la seconde unit. Euh, et voilà, donc un joueur très, très à l'aise de loin qui ne fera pas de mal d'ailleurs pour les pénétrations de Cade, pour les pénétrations de Killian Hayes, pourquoi pas. Le bémol qu'on pourrait lui mettre, mais on retrouve un petit peu la même chose qu'avec les rookies d'OKC avant. C'est les questions qu'on peut se poser, c'est autour de son athlétisme et de sa capacité un petit peu à pouvoir défendre autre chose que son ombre. Critique qu'on peut faire également avec Luka Garza, donc qui a été sélectionné cette fois-ci avec le pick numéro 52, quasiment en fin de draft. Luka Garza, c'est le joueur universitaire de l'année en titre. C'est un monstre offensif. Monstre offensif, ça fait 2 ans qu'il marque plus de 24 points par soir. Encore une fois, et surtout l'année dernière, excellent de loin, au point que... alors, j'ai plus les statistiques sous les yeux, je ne sais pas si tu peux remonter un petit peu. Oui, Mais au point que on peut se demander s'il n'a pas un petit peu surjoué, enfin surperformé à 3 points, parce que l'année dernière, c'est 3,2 tentatives et 44% de réussite. c'est vrai que Mais c'est très élevé. Si c'est son niveau réel au shoot, encore une fois, les défenses ne pourront clairement pas le laisser tirer. Que dire de plus sur Garza? C'est une brute offensive. Je l'ai lu dans le chat et je trouve ça très vrai. C'est un petit peu un joueur d'un autre temps, mais qui risque et qui devrait certainement avoir des responsabilités offensives au sein de cette seconde unité.
Pourquoi dans la seconde unit et pourquoi il a été drafté que 52e alors que c'est le joueur universitaire de l'année en titre? Eh bien, c'est parce qu'il connaît d'immenses problèmes de mobilité, notamment latérale, et qu'il sera certainement incapable non seulement de switcher, mais aussi de défendre correctement dans la grande ligue. Mais par contre, je pense que ça pourrait devenir l'une des très bonnes options offensives de Détroit, notamment dans la seconde unit, avec le ballon en main, ou en catch and shoot, ou en pick and roll, enfin, En tout cas, c'est deux profils qui voire vont. même pick and pop d'ailleurs. Oui, en tout cas, c'est deux profils qui vont être intéressants, notamment tu t'en parlais par le spacing qu'elles offrent. C'est vrai qu'un des intérieurs qui shoot aujourd'hui, c'est le profil quand même recherché, surtout en 4, pour justement ne pas détériorer le spacing, que ce soit en première unit, mais même en seconde. Donc, ils auront forcément en partie leur chance, en tout cas, on espère. Je vais remettre voilà, la petite image des previews. Alors, Kelly Olynyk, aussi autre shooter intérieur qui lui va apporter son expérience. Donc ça fait quand même beaucoup de shooters, shooters et d'intérieurs à vocation offensive. On va pouvoir un peu s'interroger sur la défense peut-être de Détroit, mais encore une fois, bon, on n'en est pas encore à gagner des titres. Et j'ai vu que dans le chat, on se faisait pas trop d'illusions là-dessus, avec des espoirs de double first pick. Mais bien sûr, les gars, rêvez, tant que vous voulez, vous avez raison, ça ne fait pas de mal. Alors que Val nous dit que Garza, il faut surtout saluer en peu de temps le taf qu'il a mis sur le terrain en off pour décrocher son contrat garanti. Grosse mentalité de bosseur, c'est très important évidemment pour les rookies, et on pourrait peut-être envoyer un mémo à Sekou Doumbouya. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, peut-être la dernière chose que tu notais par rapport au roster, c'est peut-être une faiblesse sur le poste d'arrière, puisque c'est vrai que derrière Cade, il n'y aurait que Rodney McGruder, alors qui a fait une saison absolument incroyable au shoot, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, ce sera peut-être pas, il pourra peut-être pas le maintenir encore très longtemps, mais qui va mettre encore plus d'importance peut-être sur le jeune rookie, le jeune prospect. Vous en parliez tout à l'heure dans le chat, on n'avait pas tout de suite rebondi dessus, mais on y vient. Le backcourt Hayes, Cade Cunningham, alors qui pour certains soulève des interrogations. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble en sachant que tous les deux ils portent le ballon, etc. Toi, tu as une réponse plutôt positive à tout ça en disant que c'est plutôt compatible selon toi. Oui, écoute, sur le papier, je ne vois pas pourquoi Killian Hayes ne pourrait pas jouer avec Cade Cunningham et vice-versa. Et en allant même plus loin, je pense qu'ils pourraient être compatibles tous les deux et des deux côtés du terrain. Si on commence par l'aspect défensif, on remarque, mais ça a déjà été dit, que Killian Hayes comme Cade Cunningham sont des joueurs très grands pour des porteurs de balles. Hein. Killian Hayes fait presque 2 mètres, 1m98. Cade Cunningham mesure 2m03. Et en plus de ça, ils sont particulièrement longs parce que, par exemple, Cunningham a une envergure de 2m13. Et surtout, tous les deux ont la volonté de défendre. On sait qu'avoir les aptitudes physiques en NBA, ça ne suffit pas. Là, par exemple, on pourrait envoyer un mémo à Russell Westbrook. Mais on constate que les deux, là, ont la volonté de défendre et le QI pour défendre. Killian Hayes, quand il jouait à Ulm en Allemagne, ça lui arrivait tout simplement de se mettre des pelées défensives et alors avec une réussite qui n'est pas forcément toujours exceptionnelle. Mais voilà, il a la volonté de défendre. Pareil pour Cade Cunningham qui a de toute façon un QI basket très 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 élevé et qui a cette volonté de défendre. Donc sur le papier, évidemment, ils vont pâtir de leur inexpérience et ils ne seront pas un backcourt lockdown défensif, mais ça sera certainement pas Lillard McCollum non plus. En vrai, c'est Et intéressant, si je peux rebondir juste, c'est intéressant ce que tu dis peux. par rapport à cet aspect défensif et surtout aux capacités physiques en fait des joueurs. C'est deux joueurs avec une grande envergure, mais on sait que ça devient un profil de plus en plus scouté dans la ligue. Je pense que c'est pas pour rien que Josh Giddey aussi a été choisi si haut par OKC. Ça devient vraiment une caractéristique physique assez prisée pour le potentiel défensif que ça présage. Et
Et ça, c'est assez intéressant, ce backcourt-là, de ce côté-là. Après, c'est vrai que ça ne suffit pas, hein, il faut d'autres qualités et surtout aussi l'envie de se développer de ce côté-là du terrain. Mais c'est toujours un plus par rapport à des profils qui physiquement ne pourront peut-être pas seront limités en tout cas physiquement et là où il n'y a pas forcément de solution pour ces profils-là. Mais voilà, c'est une parenthèse. Je te laisse la suite sur ce backcourt Hayes Cunningham. Oui, d'ailleurs, tu as tout à fait raison. Mais sans aptitude physique, de toute façon, défendre, c'est compliqué. On voit bien, par exemple, avec Trae Young, bon, qui n'a peut-être même pas la volonté de le faire. Mais de toute façon, voilà, avec 100 m 80 et ses tout petits bras, ce serait de toute façon compliqué pour lui Bien sûr. de défendre correctement. Donc voilà, je pense que, comme je l'ai dit, sur l'aspect défensif, sur le papier à tout le moins, de toute façon, la vérité du terrain, elle sera peut-être tout autre, mais ça, seule la saison régulière saura nous le dire. Mais je pense qu'offensivement, ça pourrait fonctionner aussi avec Max, un petit alors, bémol dont on va parler. offensivement, ouais, Max nous dit ça va surtout dépendre de la capacité de chacun de pouvoir scorer. Est-ce que tu vois cette limite? Parce que c'est vrai que ce sont deux créateurs sur le pick and run, assez playmaker. Est-ce qu'il y a peut-être cette limite, peut-être au scoring, peut-être de l'un off-ball par rapport à l'autre? On pense notamment à Killian Hayes qui, au shoot, alors sur le peu qu'il a pu jouer, c'est aussi un des problèmes de Killian Hayes, mais n'a pas montré une régularité et un pourcentage très efficace au shoot, et ça pourrait peut-être venir limiter ce potentiel au Euh, scoring. Alors, effectivement, il faudra voir au scoring. Après, il faudra pas oublier, on va en reparler plus tard, que une grande partie du scoring de Détroit risque encore de peser sur les épaules de Grant. Mm. Mais effectivement, je pense que sur le papier, les deux joueurs sont compatibles. Ils sont de tous les deux très bons porteurs de ballon. Killian Hayes, son talent principal, c'est le pick and roll. Cade Cunningham également. Donc je pense que entre leurs quatre mains, l'attaque de Détroit sera huilée. Par contre, effectivement, la problématique, ce sera de voir si l'un ou l'autre sera capable de savoir évoluer off-ball. C'était déjà une faiblesse qui était Lionel dans son draft report. Voilà, il a quelques petites difficultés lorsqu'il évolue loin du ballon. Tu l'as dit en plus l'année dernière, il n'a pas eu le temps de se mettre en rythme. Il n'a jamais joué plus de 7 matchs consécutifs. Il a joué 20, je sais plus combien, 28 matchs en tout ou quelque chose comme ça. Alors encore une fois, avec en fin de saison de quelques belles performances et quelques belles promesses. Mais effectivement, l'attaque de Détroit, si elle présente certaines promesses, il faudra voir comment Hayes, principalement Hayes, je pense, parce que le ballon sera surtout dans les mains de Cunningham, il faudra voir comment Hayes est capable d'évoluer loin du ballon pour constituer une menace de loin. Ce serait pas mal de faire mieux que les 28% à 3 points qu'il avait l'année dernière. Et Ce serait pas mal, voire nécessaire même pour nécessaire. son installation, même à long terme dans la ligue, même à moyen terme dans la ligue. Je pense que un peu comme Théo Malédon, il va falloir de toute façon arriver à des niveaux d'efficacité un minima correct, ou peut-être un tout petit peu en dessous, pour pouvoir avoir un rôle dans la ligue. Et alors, je sais pas si tu veux continuer là-dessus, je pense qu'on peut passer à la suite, surtout que Max m'offre une transition parfaite avec l'idée que les défenses pourraient effectivement se resserrer si l'un des deux ne parvient pas à scorer, et la solution que pourrait être Jeremy Grant, comme tu l'évoquais. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose sur ce... Merci Max pour cette transition. Et est-ce que tu veux finir? Ce serait dommage de pas la saisir, la transition. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu as encore autre chose à dire sur ce backcourt-là, sur les deux, ou on peut passer à Jeremy Grant? On peut passer à Jeremy Grant. Parfait. Effectivement, une défense qui se resserrait autour d'un des deux, Hayes ou Cunningham, alors que l'autre ne pourrait pas sanctionner, ça pourrait offrir le rôle parfait pour Jeremy Grant, qui a été une grosse révélation de Détroit la saison passée. Je peux en parler en tant que fan des Nuggets, donc qui l'a vu partir pour un rôle plus grand, alors que nous avions essayé de matcher l'offre de Détroit pour un gros contrat quand même, malgré tout, pour Jeremy Grant. Jeremy Grant qui a vraiment, alors que je vais pouvoir peut-être lancer une vidéo, et ça c'est très, très très cool, Jeremy Grant qui a montré des évolutions intéressantes. Alors bien sûr, son usage a
totalement explosé. Je crois qu'il est passé de 18 à 26%. Regardez-moi ça, c'est marqué sur la vidéo, c'est incroyable. Un timing magique. Donc forcément, qui dit augmentation de l'usage d'un joueur dit souvent des stats qui gonflent en proportion. Voir son attaque reposer sur Jeremy Grant quand même, cette phrase n'a toujours pas de sens. Je suis un petit peu d'accord, Val, on va y venir. Donc l'usage a augmenté de Jeremy Grant et bien sûr ses stats ont augmenté. Malgré tout, ce serait un petit peu trompeur de dire qu'il n'y a eu que ça comme évolution chez Jeremy Grant. C'est un joueur qui jouait à Denver, alors bien sûr parce que le jeu est comme ça, très peu d'isolation et surtout très peu de pick and roll. C'est quelque chose qu'il a vraiment augmenté en termes de possession jouée, pardon, je cherchais mes mots, il a beaucoup plus joué l'isolation et beaucoup plus joué le pick and roll dans une dynamique très particulière, c'est-à-dire que c'est pas un très bon shooter, c'est pas un très bon scoreur, pardon, sur pick and roll. Il a une efficacité assez faible sur pick and roll en tant que ball handler, j'entends bien évidemment. Il a une efficacité assez faible sur pick and roll, mais ces pick and roll ont pu lui servir pour une raison assez simple, c'est pour trouver le switch en réalité et jouer l'ISO derrière. Et là-dessus, il a été bien meilleur, il a une très bonne efficacité, ou plutôt une bonne efficacité, et c'est ça qui a permis surtout son développement offensif, et quelque chose que personnellement je n'attendais absolument pas parce que son handle me posait beaucoup de questions. Maintenant, c'était clairement l'option première à Détroit avec beaucoup de ballons. Là, son usage va forcément baisser avec l'arrivée de Cade et je pense que c'est plutôt un bien pour le développement de l'équipe. Reste à savoir s'il réussira. Dis-moi. C'est bon, t'es de retour, mais je crois qu'on t'avait un peu perdu. Ah zut, et où est-ce qu'on m'a perdu à un moment? Est-ce que ça va dans le juste chat? la dernière phrase. Ok, donc c'était juste pour dire que voilà, l'usage de Grunt devrait baisser avec l'arrivée de Cade. Ils ont tout eu dans le chat, donc c'est parfait. Tu vois, le chat est prioritaire sur toi, je suis désolé Vincent. C'est le réseau de mon matin qui déconne. Pas de perte sur live, donc parfait. Oui, l'usage de Jeremy qui va baisser, et donc savoir s'il va réussir à s'adapter à ça, savoir s'il va réussir à prendre ce qui était intéressant donc sur son nouveau développement offensif, à savoir cette isolation-là en switch, en profitant des switches, alors que vous voyez l'ISO 57% sur ses positions en ISO, c'est quand même un très bon pourcentage. Ça va être une question. C'est possible. Après, moi, c'est aussi ce qu'imagine Jeremy dans sa tête par rapport à son rôle et autres qui va poser question, puisque moi, c'est forcément ça qui m'intrigue, puisque il est parti de Denver pour jouer les premiers rôles. Alors après, quoi qu'il arrive, à Denver, il était 4e option. Je pense que s'il est seconde option derrière Cade, ou même première option en transition par rapport à Cade, je pense qu'il ne devrait pas forcément trop critiquer ça, alors que Marmoulaga, incroyable pseudo, rentre dans le 5, merci à toi, et comme nous dit très bien Max, ça va baisser de toute façon progressivement tout au long de la saison. Par contre toi tu imagines un trade en janvier pour laisser encore un peu plus de place pour les jeunes. Ça c'est intéressant, c'est vrai que c'est aussi l'intérêt des équipes en développement, en tout cas c'est quelque chose à surveiller à chaque fois, de voir quels joueurs peuvent devenir des assets s'ils ne rentrent pas dans la timeline de progression du groupe. Alors Max, tu es plus à même de répondre que moi, tu suis plus Détroit que moi. Et tu as tendance à tempérer Grant. Il ne faut pas le voir aussi beau que la saison qu'il a fait l'an dernier. On lui a donné tous les ballons pour qu'il prenne de la valeur. Je suis d'accord que c'est clairement une stratégie possible aussi de la part du FO de le transférer ensuite, d'en faire un asset pour chercher d'autres choses. En tout cas, c'est une question qui va se poser. Est-ce que tu as quelque chose, Vincent, à ajouter par rapport à Détroit, ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Juste peut-être, effectivement, pour terminer sur Grant, s'il est conservé dans l'effectif, je pense que son rôle va être central, et surtout l'acceptation de son rôle va être centrale. Puisque comme tu l'as dit, il a quitté Denver, pardon, pour avoir un premier rôle offensif. Il l'a eu. Il a démontré de très belles choses. Mais ce rôle, avec l'arrivée de Cunningham, va forcément
va forcément être réduit. Alors, du coup, s'il score moins, s'il est moins impactant sur le panier adverse, il faudra peut-être pas voir ça comme une déception. Par contre, ce qui pourrait être considéré comme une déception, c'est le fait qu'il n'accepte pas son nouveau rôle. Voire Bien même sûr. qu'il demande son trade pour retrouver un rôle de premier option Après, offensive dans une équipe peut-être encore plus mauvaise que Détroit. comme le disent parfaitement Cam et Max dans le chat, c'est un profil qui est intéressant pour tout contender au titre, alors qui est un petit peu cher. Malgré tout, on a vu avec l'anticipation très lointaine du cap que ça faisait pas peur forcément à certaines franchises. Mais pour un contender, c'est un profil qui peut être intéressant. Max nous dit Portland, Dallas, effectivement, c'est des franchises qui pourraient rechercher un ailier longiforme comme ça, capable en défense sur l'homme, mais aussi dans le collectif, alors un petit peu moins, mais malgré tout. Et Max nous dit on n'a vraiment aucun intérêt sur le long terme pour le garder, malheureusement. C'est vrai que ça va être en tout cas quelque chose à suivre du côté de Détroit.